Bonjour et merci de nous retrouver pour la dernière matinale de la semaine. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct, 30 minutes, au cours desquelles nous nous pencherons bien sûr plus en profondeur sur la situation au Mali et les aspects corollaires à cette nouvelle guerre, notamment en Algérie. On en parlera avec Samir Ben Laechi. Bonjour. Bonjour. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons des élections en Israël avec Sam Kadosh, directeur du CNEF, un centre pour les nouveaux immigrants francophones. Comment les francophones trouvent leur place dans ces législatives? Ce sera le thème de notre seconde partie. Mais pour l'heure, place à l'actu avec Elsa qui nous présente le Flash. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On ouvre ce matin cette édition avec l'Algérie où plusieurs personnes ont été enlevées hier, dont au moins un Français. Le groupe terroriste a pénétré sur un site pétrolier dans le sud-est du pays. Le ministre de l'Intérieur algérien aurait désigné le groupuscule coupable de cet enlèvement, la brigade de Mokhtar Belmokhtar, ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le groupe a affirmé avoir agi contre la réaction à l'intervention française au Mali. Et cette intervention se poursuit donc toujours. La CEDEAO a annoncé au Mali l'envoi prochain de 2000 soldats dans le pays. C'est ce qu'ont affirmé les chefs militaires des États membres. Les soldats viennent donc en renfort aux troupes françaises dans le cadre de l'opération militaire. En Syrie, un double attentat suicide à la voiture piégée a tué hier 22 personnes à Idlib, principale ville du nord-ouest de la Syrie. Cette ville est sous le contrôle de l'armée de Bachar al-Assad. Selon des sources officielles, des terroristes en mission suicide ont fait exploser 2 voitures piégées. On passe à présent à l'Égypte. Mohamed Morsi juge ses propos antisémites sortis du contexte. C'est ce qu'a estimé le président égyptien hier à propos de ses déclarations. Dans une vidéo datant d'il y a 3 ans, le chef du gouvernement égyptien a ignoré les demandes d'excuses de Washington. En Israël, à l'approche des législatives, un nouveau sondage paraît. Même si la liste Israël Beitenou reste en tête avec 34 mandats, c'est le parti Avoda qui arrive en deuxième position avec 18 sièges, suivi de celui de Naftali Bennett Abaït Ayoudi qui obtiendrait pour sa part 15 mandats. Et on termine avec les États-Unis. Une vidéo de la NRA, le lobby pro-armes, choque la Maison-Blanche où les filles du président Obama apparaissent. Le puissant lobby américain qui avait fait profil bas ces derniers temps suite à la tuerie de Newton sort de son silence. Le président américain a pour sa part présenté hier son plan de lutte contre la violence par les armes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Excellente journée à vous. Merci Elsa pour ce point. Samir, on ne va pas revenir sur les détails factuels, on en parle, on en reparle. On va s'intéresser plus sur l'analyse de fond. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont d'emblée, dès le début de l'opération militaire française, témoigné de leur soutien à cette intervention. Pourquoi finalement soutenir de façon aussi ouverte et ferme la France? D'abord, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut se mettre du côté du plus fort. D'ailleurs, on l'a toujours fait en Afrique du Nord. Et le plus fort ici, c'est la France. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la France et les pays nord-africains, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils ont tous intérêt à combattre l'influence, pas l'influence, mais je dirais la menace de ce terrorisme que je ne qualifierais pas d'emblée d'islamiste. Alors justement, ce terrorisme, on en reparle. S'il n'est pas islamiste, qui est-il? Quels sont ces terroristes qui menacent l'Afrique du Nord et le Mali, justement? D'abord, ils se sont des coupeurs de route, comme on les appelait dans le temps. Ils se sont des mafieux. Et ils vivent en vendant de la drogue, en travaillant dans le marché noir. Bien sûr, ils se qualifient d'islamistes pour envelopper leur trafic mafieux d'idéologie islamiste. Mais est-ce que, c'est-à-dire que quand on parle de Al-Qaïda au Maghreb islamique, le AQMI, est-ce qu'il y a une direction commune, une organisation commune, ou est-ce qu'on peut parler plutôt de petites phalanges, de petits groupuscules, finalement, chacun se dirigeant à sa façon? Non, il y a un cerveau, et ce sont des djihadistes, d'ailleurs, ce sont des Algériens, ce sont des Algériens ou des Mauritaniens, ce sont les cerveaux de ce mouvement. Bien sûr, ils se sont
ils se sont réunis ou ils ont fait une alliance avec les Touaregs, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, le côté malien, c'est les Touaregs. Les Touaregs qui n'ont rien à voir ethniquement et économiquement et aussi culturellement avec les Maliens du Sud. Donc, c'est une guerre séparatiste, si vous voulez. Et les djihadistes algériens, ils sont là pour donner une dimension internationale islamique, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'Algérie soutient cette opération, parce qu'elle a voulu les évincer il y a quelques années, quelques décennies, et puis elle se retrouve finalement maintenant avec les mêmes problèmes et les mêmes menaces. L'Algérie a mis en prison, c'est-à-dire quelques-uns, ceux qui ont pris la fuite ou ils se sont enfuis, ils se sont mis au Mali. C'est-à-dire aujourd'hui, si la France ne règle pas ce problème, c'est l'Algérie qui va se trouver dans la boue. D'où cette espèce d'aide et de soutien apporté à la France. On en parlait quand on préparait cette émission. L'Algérie qui décide de fermer sa frontière commune avec le Mali. L'idée des frontières, vous allez nous l'expliquer de façon plus claire, l'idée des frontières dans cette Afrique du Nord et du Centre, c'est pas tout à fait la même idée que ce qu'on avait, nous, en Europe avant de la frontière, justement. Non, d'abord, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Quand l'Algérie déclare qu'on a fermé les frontières, on voit justement il n'y a pas de frontière. Il y a un point, peut-être une barre qu'on a fermée, mais on peut passer comme on veut. C'est-à-dire il y a à peu près 1500 kilomètres dans le désert. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien. On peut prendre 104-4 et passer comme on veut. Donc il n'y a pas de frontière. C'est l'Algérie. Donc quand l'Algérie dit « j'ai fermé ma frontière avec le Mali », c'est une idée, un concept, un soutien plus conceptuel que technique sur le terrain. Voilà, ça n'a rien, ça n'a aucun sens dans la réalité. On dit on a fermé sa frontière pour dire qu'on est du côté de la France, mais aussi on dit on soutient le Mali. C'est-à-dire on ne dit pas on est du côté de la France, mais on dit les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, on dit on soutient le Mali, on soutient la légitimité, la souveraineté du Mali. Donc on choisit très bien ces termes, comme d'ailleurs la France choisit ces termes et qualifie le problème comme c'est-à-dire du terrorisme, ce n'est pas un terrorisme islamique. Donc, alors justement, la France, on va écouter François Hollande, ses déclarations de ces dernières heures. On en reparle juste après avec vous, Samir, sur justement l'implication de la France et les intérêts de la France. Écoutez. Je suis en liaison permanente avec les autorités algériennes qui font et feront leur devoir. Nous sommes également en lien avec les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés. Tout cela n'est pas sans lien, chacun l'aura compris, par rapport à l'action que nous menons, la France, mais également les pays africains et tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la MISMA, qui a vocation à permettre au Mali de retrouver le plus tôt possible son intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. La France parle également, et c'est notamment, on entendait François Hollande notamment le dire hier lors de ses vœux à la presse, il disait la France n'a pas intérêt à se rendre au Mali, c'est simplement pour apporter un soutien aux Maliens du fait de notre histoire commune. Comment on doit décrypter les propos du président français? Bon, moi, peut-être je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire les frontières du Mali, ils étaient tracées par la France il y a 50 ans. Et quand on a tracé ces frontières, on a pu mettre un trait entre le nord du Mali et le sud du Mali. C'est-à-dire la France, ils se sont donc ce Mali qu'on voit là sur cette carte, au nord, bien au nord de Bamako, aurait pu être coupé en deux. Voilà. Dans les années 50, quand la France... à l'endroit de ce rétrécissement qu'on voit sur la carte, c'est là où la frontière interne du Mali, ethnique et culturelle,
culturel existe. Exactement. C'est-à-dire les Français, les champions du partage, du traçage des lignes d'Afrique, ils n'ont pas mis le trait. Et ils n'ont pas mis le trait parce qu'ils voulaient justement rester maîtres dans la région du Nord où il y a le lunarium, des mines d'uranium, où on veut rester le maître, c'est-à-dire qui gère ces... Est-ce à dire que la France aujourd'hui se sent menacée par d'autres puissances qui veulent dominer sur le terrain malien? Voilà, donc si la France n'intervient pas, il y a la Chine qui menace culturellement et économiquement bien sûr, et puis il y a les États-Unis, c'est-à-dire il y a des firmes internationales qui veulent mettre la main sur ces mines d'uranium. Donc, ce n'est pas vraiment une aide pour la beauté des yeux des Maliens, mais c'est parce que la France... Il y a l'uranium et il y a le gaz sans lesquels la France ne peut pas s'approvisionner. Voilà, donc il y a une continuité territoriale minière, si vous voulez, entre le sud algérien, où il y a du gaz, et le nord malien, où il y a l'uranium. Et ces deux facteurs, la France se réchauffe par ces deux facteurs. Donc c'est l'intérêt propre énergétique de la France. Donc finalement, c'est la raison de l'entrée en guerre donc de la France au Mali. C'est pas tout à fait aussi simple que ce que disait François Hollande quand finalement il disait nous c'est une bonne action de la part de la France. On n'avait aucun intérêt quand il disait aux journalistes hier. Est-ce que ce conflit, Samir, vous, en tant qu'analyste du terrain, en tant que fin connaisseur du terrain, est-ce que ce conflit, on peut imaginer qu'il s'étendrait à un nouvel hiver arabe, si on peut parler de la sorte, au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie? Est-ce que ça risque de prendre plus d'ampleur que ça n'en a à présent? Oui, il y a un risque, dans le sens où, par exemple, prenons par exemple l'exemple de ce feu vert que l'Algérie a donné aux avions français. Donc, de survoler le territoire. De survoler le territoire algérien. C'est très sensible comme... C'est-à-dire, depuis 1962, on n'a pas vu de soldats français sur le sol algérien. Donc, ça peut un petit peu susciter des sensibilités et ça peut faire descendre le peuple dans la rue pour lutter ou pour protester contre ce geste, et ça peut dégénérer vers un printemps arabe. Alors, est-ce qu'on entend justement en ce moment en Algérie des voix s'élever pour dire on est face à des relents de colonisation, des relents de l'avant 1962, et les Algériens descendent déjà dans la rue? Est-ce qu'on est déjà dans cette mouvance-là? Bien sûr, il y avait des manifestations qui protestaient contre ce feu vert. C'est-à-dire, on voit dans ce feu vert un néocolonialisme. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin-là, La Libération, le journal français, a qualifié cette ingérence française de néocolonialisme. Donc, il y a ce spectre de colonialisme, et puis la France doit comprendre, je crois qu'ils ont compris cela, qu'ils ne peuvent plus être les gendarmes de l'Afrique. Donc il faut faire ça avec beaucoup de prudence, et ça peut dégénérer, soit sur un printemps arabe en Algérie et en Afrique du Nord, soit en France sur une série d'actes de terrorisme comme dans les années 90. Comme on l'a souligné. Merci Samir pour ces analyses ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Deuxième partie de cette matinale, et comme tel, nous avons choisi de vous parler de cette association, le CNEF, cette association qui s'occupe des étudiants francophones en Israël, mais pas seulement. Et pour en parler, le directeur de ce centre, Sam Kadosh, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors, le CNEF, en quelques mots, quelle est son activité? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, au quotidien, et depuis 25 ans, puisque nous fêtons ces jours-ci les 25 ans de l'association, a pour but d'accompagner, de renseigner les jeunes,
pas simplement les étudiants, les soldats, les jeunes filles qui font un service civil en Israël, et d'essayer de là pour les accompagner et de répondre à un maximum de questions, d'interrogations dans le nouveau pays où ils sont. L'aide au quotidien du CNEF, c'est donc aider ces nouveaux immigrants, par exemple, à voir quelles sont les équivalences quand on a un diplôme en France, qu'on vient s'installer en Israël, pour le faire reconnaître, mais pas seulement. On est à la veille des élections législatives en Israël, on en parle, on en reparle. Vous avez décidé de mettre l'accent sur l'éducation, la formation, expliquer aux Olim Hadashim, aux nouveaux immigrants, quelles sont les nuances entre les différents partis. La chose n'est pas simple, on a plus de 30 partis en présence en Israël. C'est pas une mince affaire. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quelles sont vos différentes solutions pour expliquer à ces nouveaux immigrants Israël? Exactement, pour expliquer, d'abord, vu notre base, nous sommes présents dans les différents campus, que ce soit à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa. Donc, c'est d'organiser des séries de conférences avec des intervenants pour bien expliquer le système israélien. Peut-être pas tout de suite rentrer dans le domaine politique, parce que ça, il y a assez, en plus dans le campus, sur les différents campus, il y a beaucoup de personnages politiques qui viennent s'adresser aux étudiants. Des personnages politiques qui s'adressent aux étudiants, mais pas forcément en langue française, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément les atteindre directement. Exactement. Souvent, ces réunions sont en hébreu, alors des gens qui sont en fin de cursus, qui sont en 3e année, mais des gens qui viennent d'arriver et commencer à partir du moment où on acquiert la nationalité israélienne, on peut déjà voter. Il est important, et en tout cas pour le CNEF, il était très important d'expliquer à ces étudiants. C'est pour ça que par rapport à des intervenants, des journalistes, d'expliquer exactement le système électoral, quelle différence le président, ils viennent de France, donc le président en Israël n'a pas les mêmes fonctions que le président en France. Comment on élit nos députés? Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Souvent, les jeunes. Une grande partie des jeunes n'a même pas voté en France. Alors, ils ont souvent écouté. Ils arrivent et ils votent pour la première fois. Et pour la première fois ici. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il faut bien comprendre. On ne vote pas pour un député, peut-être que leurs parents ont connu et ont voté pendant 10 ans pour le même député parce que c'était quelque chose de nominatif. Ici, on vote d'abord pour des listes. Alors, justement, vous parlez des parents. Quand ces nouveaux immigrants arrivent, parfois seuls, hein, certains jeunes arrivent seuls, sans leurs parents à côté. Pour qui ils votent? Qu'est-ce qu'ils ont comme background, je vais employer un terme anglais, mais qu'est-ce qu'ils ont comme background politique? Qu'est-ce qu'ils savent de la politique israélienne? D'abord, ces étudiants qui viennent, encore une fois, avec une grande motivation, et on peut appeler ça même un grand sionisme. Si ces gens sont arrivés, ils ont choisi, toute cette jeunesse a choisi de venir en Israël, donc ils ont déjà un background de gens qui ont peut-être fréquenté des mouvements de jeunesse, qui ont beaucoup suivi, et souvent on le voit sur le campus, des gens qui ont suivi l'information en Israël. On connaît, ils connaissent quand même donc le gouvernement. Donc ils connaissent pas seulement Tzipi Livni, Benjamin Netanyahou et éventuellement Sheli Yachimovitch. Ils connaissent aussi Naftali Bennett, d'autres, Yair Lapid. Ils connaissent d'autres instigateurs. Je pense qu'ils connaissent, comme en Israël, on connaît les grandes têtes. Je n'irai pas à dire qu'ils connaissent les pirates ou les Bratslav qui se présentent, mais je pense que oui, il y a assez aussi de moyens de communication aujourd'hui par le net, par Facebook, qui est l'outil utilisé par les jeunes, où les gens savent exactement où est-ce qu'ils sont. C'est vrai que, encore une fois, vu le problème, c'est que quand on veut exactement savoir la politique des partis, ça c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que en tant qu'association, on n'est pas les seuls. C'est justement de montrer de la manière, et on espère qu'on le fait de la manière la plus objective possible, que présentent ces partis. Pour Israël, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, aussi pour la communauté francophone. Est-ce qu'ils ont un message? Aujourd'hui, pas tous les partis, c'est un phénomène nouveau, et d'ailleurs, d'après moi, qui est assez nouveau, qu'il y ait des comités francophones, qu'il y ait des candidats qui se présentent pour représenter les francophones. C'est quelque chose de nouveau, on l'a vu dans certains partis. Malheureusement, la plupart ne sont pas arrivés sur la liste à avoir une place qui pourrait nous représenter, ou en tout cas représenter les francophones, mais c'est déjà une tentative. Peut-être que dans la 20e Knesset ou la 21e, il y aura peut-être ce phénomène. Ça, encore une fois, tout dépendra comment vont évoluer les choses.
Alors vous parliez des comités francophones donc au sein des grands partis ou des partis plus petits. Est-ce que vous remarquez chez certains jeunes que vous rencontrez une véritable implication, un activisme en politique? Je pense que ça commence à venir, puisque justement, il y a beaucoup comme ça de militants qui sont sur le campus des différents partis. Il suffit de se promener à l'université de Jérusalem ou à Bar Ilan ou à Tel Aviv. Je veux dire, les partis politiques sont présents. Donc il y a une première approche, les gens commencent à être intéressés. Et vu qu'on commence à s'adresser à ce public francophone, il y a des tracts qui sont distribués en français. Donc il y a on essaye d'attirer les gens, il y a des numéros. Donc je pense que ça commence à venir. Je pense que c'est vraiment pour l'instant un épiphénomène. Mais je pense que, au contraire, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on sait... Alors, vous parlez d'épiphénomène, c'est-à-dire que pour ces élections-là, qui interviennent dans 5 jours, pour ces élections-là, les étudiants, les francophones, en tout cas on va généraliser puisque vous occupez aussi des soldats qui votent, eux aussi, de leur côté, ils savent pour qui voter, ils savent ils prennent position. Ils ont une connaissance de l'échiquier politique israélien assez globale pour pouvoir prendre clairement position et savoir pour qui ils iront voter mardi prochain. Je pense qu'ils sont en train de plus en plus de se renseigner. Encore une fois, le fait qu'il y ait aussi certains sites internet, et ça c'est très important, de certains partis politiques qui ont des pages en français, fait qu'ils se renseignent. Ces réunions aussi, il y a eu pas mal de réunions pour le public francophone, on a vu pas mal de... Alors, organisé par le CNEF d'ici à mardi, est-ce que vous avez d'autres réunions, d'autres conférences auxquelles vous pouvez appeler nos téléspectateurs et téléspectatrices? Oui, on va aussi organiser d'autres réunions sur Jérusalem. Il faudra juste voir sur notre site exactement l'endroit. Sur le campus même, nos bénévoles, en fait, puisque le CNEF, sa force, c'est ces bénévoles qui, eux, ces cadres sont là depuis pas mal d'années, donc renseignent ces jeunes exactement. Il y a aussi même des questions triviales. Où est-ce qu'on va voter? Donc aujourd'hui, il y a un site où on dit exactement on va voter. Donc nos équipes sont là pour dire aux étudiants, pour les aider, rentrer sur le site israélien pour voir au moins l'adresse où est le bureau de vote. Ça passe de là. Et aussi pour essayer de voir les différences des différents partis politiques pour qu'eux-mêmes... entre chaque parti, parce que finalement 34 partis, faut comprendre de quoi chacun parle et ce que chacun promet. Est-ce que malgré tout ça, on peut parler, on en parle souvent, d'un vote des nouveaux immigrants, en tout cas des francophones? Je pense que le nombre fait qu'il n'y a pas un vote des nouveaux immigrants, à mon avis. Je pense que oui, il y a une certaine direction, en tout cas de différentes études qui ont été faites, que l'électorat français est plus un électorat de centre droit et aussi de certains autres partis religieux, que ça soit, comme on l'a dit, le parti Beit Yehudi, Chasse. C'est dans ce sens que le public francophone vote, mais encore une fois, d'après moi, on retrouve des gens aujourd'hui, en plus, vu la situation politique, je pense que, et de ce qu'on a écouté, des changements dans les partis politiques, un parti comme Yair Lapid va attirer, de certaines discussions qu'on a eues dans certaines réunions, je pense, va attirer aussi une partie de certains nouveaux immigrants, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas comme l'Alliade russe qui avait ses 15 députés qui aujourd'hui continuent. Il n'y a pas un vote francophone à ce niveau-là. Et en tout cas, vous œuvrez pour la diversité, la compréhension de tous les partis. Et justement, pendant que vous parliez, on diffusait en bas de notre écran l'adresse sur laquelle tout le monde peut se rendre pour avoir plus de détails sur vos activités, sur ce que le CNEF fait au quotidien, et puis jusqu'à mardi pour nous aider et pour aider les jeunes immigrants à aller voter. Merci Sam Kadosh d'être venu ce matin sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Dimanche, vous retrouverez Myriam Danan qui sera aux côtés de Dror Even Sapir pour parler des élections, quelques jours donc avant les législatives. Vous les retrouverez à 9h30 heure israélienne, 8h30 heure française. D'ici là, passez un excellent week-end et portez-vous bien.